Après la mort de Mao, le directeur des prisons de Pékin s'est suicidé. Donc je savais que j'allais être libéré. Après la mort de Mao, beaucoup de Chinois espéraient que le système de terreur disparaîtrait avec son fondateur. Quand Mao est mort, je me suis dit que quelque chose d'important était sur le point de se produire. La Chine a bien changé depuis. Mais le laogai est toujours là. La machine de répression est plus forte que jamais. Vous savez ce que c'est, la torture? C'est au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Je me suis dit, il m'arrive la même chose qu'à mon père. 80 ans ont passé, mais moi aussi, je suis devenu un ennemi de l'État. Le laogai est au cœur du pouvoir de Xi Jinping. Il l'utilise à une échelle jamais vue depuis les grandes campagnes de Mao. Ils vous mettent d'abord une cagoule sur la tête, des menottes et aussi des chaînes aux pieds. Alors qu'1,4 milliard d'individus sont surveillés en permanence, le laogai garantit à Xi Jinping et au Parti communiste un contrôle total sur le pays. La Chine ressemble de plus en plus à une prison. La mort de Mao ouvre une période troublée et confuse, faite d'espoir et d'incertitude. Le retour de Deng Xiaoping aux responsabilités change la donne. Les nouveaux dirigeants ont tous vécu les persécutions. Aucun ne veut revivre la terreur maoïste. Mais le nom de Mao est sacré. Même après sa mort, il veillera sur son pays depuis son mausolée sur la place Tiananmen. Alors que faire du laogai dont ils héritent? Deng Xiaoping décide de corriger le passé et ordonne les premières réhabilitations. Voici la décision de justice envoyée par le tribunal du peuple du district de Xuchang au Henan. C'est l'acte de réhabilitation de mon père. Il y est écrit « Votre père a été condamné à la peine de mort et exécuté immédiatement. Mais le verdict initial du tribunal étant erroné, il doit être corrigé. Il est annulé, la réputation de votre père est rétablie. » Les portes du laogai s'ouvrent. En moins de 2 ans, des millions de victimes de la terreur maoïste sont remises en liberté. C'était en 1978. Entre le moment où j'ai été condamné comme droitier et le moment où j'ai repris mon poste d'enseignant, 20 ans se sont écoulés. Pendant toutes ces années, j'ai fait les travaux que les paysans ne voulaient pas faire. Quand je suis redevenu professeur à l'école de la ville, j'avais déjà 45 ans. Deng Xiaoping fait adopter un code pénal, le premier de la République populaire. Jusque-là, le parti était le seul juge dans le pays. Les nouvelles règles devraient permettre d'éviter les abus de la période maoïste. Un espoir de liberté gagne peu à peu la société tout entière. Les gens sortent du silence.
À Pékin, rue Sidan, un mur où on a l'habitude d'afficher les petites annonces se couvre de centaines de Dazebao. C'était l'un des rares endroits où les gens ordinaires osaient prendre la parole. Ce mur faisait une centaine de mètres. Et quand les pétitionnaires y affichaient leur Dazebao, il y avait toujours beaucoup de spectateurs. La liberté d'expression, c'était ce dont on avait le plus besoin. C'était une priorité. Les victimes du laogai racontent pour la première fois leurs souffrances, puis dénoncent les abus de pouvoir et la corruption. Deng Xiaoping encourage la critique qui doit l'aider à se débarrasser de ses rivaux conservateurs. Il aura ainsi la voie libre pour relancer les 4 modernisations. Le programme impacte toutes les sphères de la vie, sauf une, la politique. C'était une occasion à ne pas manquer. Comme j'avais envie de m'exprimer, le soir même, j'ai rédigé un texte sur la 5e modernisation et je suis allé le coller sur le mur de la démocratie. Wei Jinsheng vient d'afficher le premier texte réellement dissident de la Chine communiste. Il manque une 5e modernisation au programme, la démocratie. C'était une petite affiche écrite au stylo à plume qui avait été retranscrite en grand. Il y avait un monde fou pour la lire. Derrière, les gens disaient « Vous pouvez la lire à haute voix, on ne voit rien ». Le Dazebao de Wei Jinsheng dit ce que beaucoup de Chinois pensent. Ouvriers, paysans, intellectuels et artistes venus de tout le pays défilent à Pékin. Leur banderole demande le respect des droits de l'homme et la démocratie. De fait, le rôle dirigeant du parti est remis en question. Pour le pouvoir, c'est la limite à ne pas franchir. Les gens hurlaient « La police arrête quelqu'un !» Les policiers étaient stressés, ils transpiraient. J'ai crié « Faites passer le message sur le mur de la démocratie. Dites que j'ai été arrêté. » Ils étaient 3 ou 4 policiers en civil. On les remarque tout de suite, même sur les photos. J'ai été enfermé 7 jours en centre de détention. Ensuite, ils m'ont présenté un mandat d'arrêt. Crime contre-révolutionnaire. Quelques mois plus tard, le pouvoir organise le premier procès d'un opposant. On veut faire un exemple et on choisit une figure emblématique de la contestation, Wei Jinsheng. Un procès apparemment dans les règles, le tout tourné par la télévision d'État. Mais derrière les images, la réalité de la justice voulue par Deng est tout autre. Le juge Luo était un droitier qui venait d'être libéré. Il m'a dit « À ton avis, tu mérites quelle peine ?» J'ai répondu « Je devrais être acquitté. » Il m'a dit « Ne plaisante pas, il est clair que tu seras condamné. » J'ai dit « De 3 à 5 ans de prison ?» Il a répondu « Je pense aussi. » Mais ses supérieurs voulaient une condamnation sévère. Quand il est revenu, il avait le visage fermé. Il a annoncé le jugement et il est parti. C'était une lourde peine, mais pas la mort. La sentence était très lourde, 15 ans. On avait enregistré tout le procès. Donc on s'est dit qu'il fallait le rendre public. On l'a transcrit sur un Dazebao qu'on a affiché sur le mur de la démocratie. Le mur de la démocratie vit ses derniers jours. La police reçoit l'ordre de le nettoyer. Les Dazebao sont remplacés par les premiers panneaux publicitaires de l'histoire de la Chine populaire. Liu Qing est arrêté et découvre ce qu'est le nouvel état de droit. Je leur ai dit qu'on a imprimé les minutes du procès. Quelle loi est-ce qu'on a violée? Pourquoi arrêtez-vous nos camarades? Pourquoi confisquez-vous les brochures? Votre action n'a aucune base légale. Vous devez nous libérer. Liu Qing, comme beaucoup de ses camarades, est envoyé dans la prison numéro 1 de Pékin. La prison numéro 1 de Pékin au petit matin. Les 1900 détenus sont déjà prêts depuis longtemps à se laisser filmer pour la première fois au monde par une équipe de télévision. Le régime est fier de montrer aux journalistes étrangers une prison réorganisée selon la grande réforme de Deng Xiaoping.
Les prisonniers ont droit à des visites et à un jour de repos hebdomadaire. Les règles du Lao Jiao changent. Cette détention administrative, qui n'avait pas de limite de temps sous Mao, ne peut plus dépasser 3 ans, 4 dans les cas graves. Le but de transformer les détenus en bons soldats du régime, lui, n'a pas changé. La prison, c'est un instrument de la dictature du prolétariat, un lieu où l'on transforme idéologiquement les criminels. Mais on se garde bien de montrer aux caméras que pour rééduquer les détenus, on utilise toujours les méthodes du Laogai de Mao. J'ai refusé de reconnaître mon crime. Ils m'ont emmené dans un bureau et m'ont passé à tabac. Ça, c'est le plan de l'étage. Il est en forme de K. Ici, c'est un couloir. Ils nous forçaient à rester assis sur un petit tabouret dont la surface était faite de quelques cordes. Ça faisait mal aux fesses. On était tellement sous-alimentés que ces cordes touchaient directement les os. Il fallait qu'on reste assis bien droit sur ce tabouret pendant 14-15 heures par jour. Et si on ne se tenait pas droit comme il l'exigeait, on se faisait frapper. On invente une nouvelle forme de punition. Les dissidents les plus influents sont isolés de la masse des prisonniers. C'est sinistre d'être enfermé tout seul. Au début, on est content de ne pas être dérangé, mais on finit par se sentir de plus en plus mal parce qu'on n'a personne avec qui discuter. L'homme est un animal social qui a besoin de communiquer. Quand personne ne t'adresse la parole pendant longtemps, tu deviens fou. Le travail aurait pu permettre d'échanger, mais les autres avaient interdiction de me parler. Mis à part les prisonniers politiques importants, tout le monde travaille. Contrairement à ce qu'on affirmait sous Mao, le système coûte très cher à l'État. La réforme de Deng Xiaoping vise à rentabiliser le Laogai. Chaque prison, chaque camp cherche maintenant à s'autofinancer. Pour y arriver, l'administration augmente les quotas, rallonge les heures de travail et annule les jours de repos. À l'extérieur, on ignore tout de ce qui se passe derrière les barreaux. Les réformes de Deng Xiaoping donnent l'impression d'assouplir le contrôle de la société. Les Chinois ont moins peur et les mœurs se libèrent. Les jeunes ont mis au placard leur col Mao. Ils écoutent de la musique occidentale. La nouvelle politique économique a une autre conséquence, une augmentation spectaculaire de la petite délinquance. L'aile conservatrice du parti accuse les réformes de Deng d'être à l'origine de la dégradation de l'ordre public. Deng doit faire taire les critiques. 邓小平同志在讲话中还提出了加强思想战线工作的问题。全会决定，中央于今冬明春召开会议，专门讨论这个问题，并作出相应的决定。 Il faut rétablir l'ordre. Dans la pure tradition maoïste, Deng lance une campagne de répression. Cette fois, il ne s'agit pas d'arrêter quelques milliers d'opposants. Ce sera une répression de masse.
On rafle les jeunes des villes qui sont accusés de répandre la pollution des esprits. Une campagne contre la criminalité s'attaque aussi aux chômeurs, vagabonds, voyous, escrocs. Le pouvoir veut frapper les esprits. Les condamnations à mort sont à nouveau mises en scène selon les rituels maoïstes. On parade les condamnés dans les rues avant l'exécution. Les proclamations de justice avec noms et photos des condamnés couvrent les murs des villes. Du 1er octobre 1983 à avril 1984, on exécute au moins 10 000 personnes. Le Laogai se remplit à nouveau. Entre 450 000 et 1 million de délinquants sont arrêtés. Deng Xiaoping a réussi sa campagne de répression. Pour autant, tous les jeunes n'ont pas été mis au pas. Les années 80 en Chine sont difficiles à oublier. À l'époque, on respectait beaucoup les étudiants. Les étudiants sont la seule catégorie de jeunes qui a échappé à la répression. Ils sont l'espoir du pays, ceux qui bâtiront la Chine nouvelle. Dès qu'on entrait à l'université, on ressentait une atmosphère de liberté. Il y avait des conférences, des associations partout. Donc moi aussi, je me suis dit que j'allais organiser des événements. En décembre 1986, les étudiants organisent les premières manifestations pro-démocratiques à Shanghai et à Pékin. Ils se sentent d'autant plus forts que le secrétaire général du parti, Hu Yaobang, refuse de les réprimer. C'en est trop pour Deng Xiaoping. Il pousse Hu Yaobang à la démission. Le 15 avril 1989, Hu Yaobang meurt d'une crise cardiaque. Les étudiants viennent lui rendre hommage place Tiananmen. Et comme 13 ans plus tôt, après la mort de Zhou Enlai, les hommages mortuaires se transforment en contestation. Les étudiants décident d'occuper la place Tiananmen jusqu'à ce que le gouvernement accepte leurs demandes. On trouvait ça raisonnable de demander la liberté de parole et de réunion. Et on se disait qu'il pourrait satisfaire les revendications raisonnables des étudiants. Ce qui se passe est tellement énorme que même la télévision d'État ne peut l'ignorer. Quand j'étais détenu au Qinghai, on regardait la télévision dès le matin. Les policiers la regardaient avec nous parce qu'eux aussi étaient très inquiets pour les étudiants. Eux-mêmes pensaient que la Chine était à un tournant crucial de son histoire. Des manifestations gigantesques secouent toutes les grandes villes du pays. La loi martiale est proclamée à Pékin, mais place Tiananmen, les étudiants ne bougent pas. Dans la nuit du 3 au 4 juin 1989, Deng donne l'ordre à l'armée d'ouvrir le feu. Le 3 juin, les militaires ont ouvert le feu. Ce soir-là, j'ai tout fait pour sauver des gens. J'ai essayé de contacter les ambassadeurs de plusieurs pays, en vain. J'ai compris que les Chinois ne pouvaient compter que sur eux-mêmes. C'était horrible. J'ai fermé les yeux. On a pris conscience de ce que c'était la guerre.
Et c'est là qu'on a compris que la vie était fragile comme une feuille. À ce moment-là, j'étais chez moi. On suivait tout ce qui se passait sur la BBC. Avec la diffusion en direct, c'était comme si on y était. Ça a été un énorme choc. J'étais totalement submergé par la colère. C'est là que j'ai commencé à enregistrer mon poème, Massacre. Plus d'1 millier de morts en une nuit, rien qu'à Pékin. Combien d'exécutions sommaires dans les jours qui suivent? Pas une seule ville de Chine n'y échappe. Les semaines suivantes sont terribles. Au moins 10 000 arrestations dans la capitale, entre 30 et 50 000 dans le reste du pays. Le semblant de système judiciaire, mis laborieusement en place depuis 1979, vole en éclats. Comme sous Mao, les organes de sécurité font la loi. Liao Yiwu, l'auteur du poème Massacre, est aussi arrêté. Ils m'ont fouillé intégralement. Ils m'ont enlevé mon pantalon et tous mes vêtements. Après m'avoir mis nu, ils m'ont plaqué au sol et m'ont rasé les cheveux comme ça. Après m'avoir rasé la tête, ils m'ont ordonné de soulever mon cul. Ils y ont introduit une baguette et l'ont remué pour vérifier qu'il n'y avait rien de caché à l'intérieur. Depuis les réformes de Deng, le parcours d'un détenu est parfaitement formalisé. Tout commence dans le centre d'interrogation où il reste jusqu'à ce qu'il reconnaisse son crime. J'ai été interrogé quasiment tous les jours. En fait, ils savaient déjà sûrement tout mieux que moi, mais il fallait qu'ils remplissent leur mission. Donc, ils m'ont posé des questions sur mes moindres faits et gestes. Pendant les 2 premiers mois, j'ai subi des interrogatoires. Ça se passait au 2e étage. Ensuite, les interrogatoires se sont arrêtés et je suis resté enfermé tout le temps. J'étais terrifié. Il y avait toujours 3 ou 4 détenus dans la cellule avec moi. Ils étaient là pour me surveiller. Il y a aussi la torture, dirigée par des prisonniers de droit commun, en accord avec la hiérarchie et selon des techniques bien rodées. Il y a par exemple cette brochure manuscrite de plats faits maison. Par exemple, la pâte d'ours au tofu. Ça a l'air délicieux, non? Mais voilà ce que c'était. Quelqu'un te tenait dans le dos pendant qu'un autre te frappait le ventre avec la paume de sa main. Comme ça. En général, après avoir mangé 5 pâtes d'ours au tofu, tu finissais par cracher du sang. Et tu te retrouvais avec des blessures internes à cause des coups. Il y avait aussi le canard fumé. Pour ça, il t'enlevait ton pantalon. Ensuite, avec une allumette, il te brûlait les poils pubiens. Quand les poils avaient pris feu, il les frottait sur la peau, ce qui dégageait une odeur de brûlé. D'où le nom de canard fumé. La nourriture était vraiment infecte. On n'avait que 2 repas par jour, avec du riz de très mauvaise qualité et des feuilles de légumes pourries. C'était dur. Et tout à coup, au bout d'1 an et demi, ils ont décrété que j'allais passer en jugement. Une fois le détenu inculpé, il passe à l'étape suivante. Il est transféré du centre d'interrogation au centre de détention, où il attend son procès.
On m'a dit, comme tu ne peux pas trouver d'avocat, le gouvernement va t'en assigner un. Évidemment, c'était de l'obstruction intentionnelle des autorités. Avec mon avocat, on ne discutait pas, on se disputait. Parce qu'il n'arrêtait pas de me dire que j'étais coupable, que j'étais un criminel. Je lui répondais, qu'est-ce que c'est que cette défense? Je voulais le virer, mais on ne m'a pas laissé faire. Dès qu'il a été condamné, le détenu passe à la troisième et dernière étape de son incarcération. Il est envoyé au camp. Il se retrouve alors enfermé dans une entreprise, usine ou ferme, dont le seul but est de générer des profits. Au début des années 1990, il y en a plus de 2000. Cette cartographie du système concentrationnaire a été établie et rendue publique par Harry Wu. Harry Wu est un ancien droitier qui a passé 19 ans au Laogai. Lorsqu'il en sort pendant la campagne de libération de Deng, il se réfugie aux États-Unis. Muni de son passeport américain et d'une petite caméra cachée, il revient en Chine pour la première fois en 1991. Au risque de se retrouver à nouveau enfermé, il filme. I was in this coal mine for 9 years. I went over there sometime posed as a businessman. I talked to the police manager, say I want to buy products. They're very happy, but he didn't know I have a hidden camera in my bag. Harry Wu réussit à filmer plusieurs camps. Ces images resteront les seules à être tournées sans censure à l'intérieur du Laogai. We have to find out the production of each camp, the human rights abuse. The world have to know about it. Jusqu'à sa mort en 2016, Harry Wu se battra pour dénoncer ce système. Dans la journée, on transportait des pierres qu'on chargeait sur des bateaux. Et le soir, quand on rentrait au camp de Lao Diao, on fabriquait des fleurs artificielles. On travaillait au moins 14 heures par jour. 8 heures la journée et 6 heures le soir. Mais ça pouvait aller jusqu'à 20 heures de travail sur 24. Les camps n'ont pas beaucoup changé depuis l'époque de Mao. À l'entrée, un panneau rappelle toujours aux prisonniers qu'il est ici pour être réformé par le travail. Le travail est bien réel, mais la réforme de la pensée s'est vidée de son sens. On nous faisait étudier le quotidien du peuple. Mais je n'ai jamais vu quiconque être réformé. Soit les détenus devenaient pires, soit ils devenaient plus malins. On prétendait que le Laogai, c'était bien. Tout le monde devait prendre la parole pour avoir une réduction de peine. Oui, grâce au Laogai, je me suis amélioré. Oui, le président Jiang Zemin est merveilleux. C'est le plus bel homme du monde. C'était du blabla. On faisait tous semblant. Le parti est en train de réformer la pensée de tout le pays. Son nouveau mot d'ordre, enrichissez-vous. C'est la meilleure façon d'arrêter toute contestation du régime. The dream of money, money. All in the money. Get money or be millionaire very soon. Le pouvoir encourage les multinationales à investir en Chine. Comme chaque directeur de camp cherche à signer des contrats pour l'export, on efface le nom des camps aux portes d'entrée
et on fait disparaître le mot laogai des textes officiels. La pratique est tellement banalisée qu'un gardien filmé en caméra cachée l'avoue sans état d'âme. J'ai remarqué quelque chose d'étrange. Les fleurs artificielles étaient étiquetées en anglais. Donc, je me suis dit qu'elles allaient être envoyées aux États-Unis. J'ai cherché un moyen d'alerter sur ce qui se passait. Ces étiquettes, il y en avait aussi sur les drapeaux, sur les ballons de foot et d'autres produits. Discrètement, j'ai écrit un courrier. J'y ai joint quelques étiquettes pour dénoncer le fait que les camps fabriquaient des marchandises pour l'exportation et qu'on y battait les prisonniers tous les jours. Chun Po-kung réussit à faire sortir sa lettre du camp. Elle arrive aux États-Unis et, miraculeusement, jusqu'au Congrès. At great personal risk, a very courageous prisoner provided this evidence, and his name is Chen Po-kung, a young economics professor who is serving time for his pro-democratic activities in China. He sent a compelling appeal for help. In fact, in a statement to ABC News, la lettre fait le tour des médias. Chun Po-kung est libéré 5 mois avant la fin de sa peine. Mais le monde des affaires n'est pas vraiment impressionné. Le profit l'emporte sur les droits de l'homme. De nombreux produits continuent à être fabriqués par des prisonniers et vendus en Occident. Des vêtements aux ordinateurs, en passant par de gros moteurs, et même du thé. Le système sans racines devient profitable. Désormais, dans les camps, tout est à vendre. Le but du camp, c'était de faire des bénéfices. On emballait des piles et on faisait aussi des vêtements dont certains partaient à l'exportation. Autour de moi, de nombreuses détenues pleuraient en silence. Elles n'osaient rien dire. Sinon, les détenus qui étaient derrière nous pour nous forcer à travailler les auraient signalés à la policière de service. Si vous n'atteigniez pas votre quota de production, votre peine était prolongée. Mais votre famille pouvait vous faire sortir en payant. À l'époque, avec 10 000 yuan, on pouvait réduire la peine au Laojiao d'1 an. La famille de la personne qui a été incarcérée avec moi a payé 30 000 yuan et elle a pu sortir. Les affaires prospèrent et le pays cherche à s'affirmer sur le marché international. Au milieu des années 90, la Chine est en train de négocier son adhésion à l'Organisation mondiale du commerce. Le pouvoir a besoin de changer son image et de faire oublier le massacre de Tiananmen. Alors on fait libérer quelques opposants. Mais comme à l'époque de Mao, ils restent sous surveillance. Dès le premier jour après ma libération, il y avait 6 ou 7 policiers devant chez moi. Ils étaient là tout le temps. Ils se relayaient. C'était une autre forme de prison. Dès que je passais la porte de chez moi, ils m'emboîtaient le pas. Certains en voiture, d'autres à vélo ou à pied, pour être sûr de pouvoir me suivre, quel que soit le moyen de transport que je prenne. À l'époque, j'allais à l'hôtel de l'Amitié parce qu'il y avait une belle piscine. Je m'y étais inscrit pour faire de la natation. Donc ils s'y sont inscrits aussi. Dès que j'allais nager, il y avait un policier qui nageait avec moi. Lorsque Deng Xiaoping disparaît en février 1997,
le parti a fermement repris le contrôle du pays. Mais la chape de plomb qui s'est abattue depuis le massacre de Tiananmen entraîne une crise morale sans précédent. Une vague mystique y répond en partie. La fièvre du Qigong, gymnastique méditative traditionnelle, s'empare du pays. Un grand maître de la pratique, un ancien officier, Li Hongzhi, présente sa version du Qigong. Le Falun Gong, qui puise ses références dans le bouddhisme et le taoïsme et affiche des concepts pseudo-scientifiques. Le Falun Gong s'organise dans tout le pays, sans que le parti y trouve à redire. En 1999, le mouvement affiche 70 millions d'adhérents, plus que le Parti communiste qui n'en compte que 60. Dans un pays où toute association indépendante est interdite, c'est un choc considérable. Le secrétaire général du parti, Jiang Zemin, déclenche la foudre. Il lance une campagne de propagande pour éradiquer ce qu'il qualifie de secte. Le 26 octobre 1999, le parti a tenu une réunion au palais de l'Assemblée populaire nationale et c'est là que le Falun Gong a été qualifié de secte. À ce moment-là, avec un ami avocat qui pratiquait le Falun Gong avec moi, on a voulu réclamer justice pour notre maître, Li Hongzhi. Donc, avec un voisin, je suis allée en voiture place Tiananmen avec des dossiers. Derrière nous, quelqu'un a demandé « Vous pratiquez le Falun Gong ?» J'ai répondu oui sans même tourner la tête. Là, j'ai vu arriver un fourgon de police et on nous a fait monter dedans. Les rafles sont orchestrées par le bureau 610, une nouvelle structure au sein du parti chargée d'anéantir le Falun Gong. Les commissariats étaient sous les ordres du bureau 610 et le comité de quartier était sous les ordres du commissariat. On disait aux gens, qui que vous soyez, si vous avez des informations sur les pratiquants du Falun Gong, il faut nous les transmettre et il y aura des primes pour ces informations. Les gens se moquaient bien de la justice. Ils pensaient uniquement à leur petit intérêt bassement matériel. Beaucoup ont dénoncé des pratiquants du Falun Gong pour un bidon d'huile ou un sac de farine. Près d'1 million de pratiquants sont envoyés dans les camps de rééducation. C'est le retour de la réforme de la pensée. En plus de longues heures de travail quotidien, les prisonniers doivent abjurer, renier, expier et condamner le Falun Gong. En réalité, on revient aux méthodes des années 50, la combinaison des tortures physiques et psychologiques. Il me disait qu'il fallait que je change de croyance. Il m'insultait et me torturait moralement jusqu'à 1 ou 2 heures du matin. J'ai fait une grève de la faim pendant 3 jours. Au bout de 3 jours, ils m'ont dit « Si tu refuses encore de manger, on te fait bouffer ta merde. Maintenant, tu n'iras plus aux toilettes qu'une seule fois par jour. » Et avant de pouvoir y aller, il fallait que je fasse une demande. Je devais la rédiger à la main et la transmettre au chef. Mais quand tu leur donnais la demande, ils te disaient que le chef n'était pas là. Comme ils m'empêchaient d'aller aux toilettes, je me faisais dessus et j'avais le pantalon tout mouillé. Ensuite, ils m'engueulaient en me disant que je faisais puer la cellule. Est-ce qu'on nous laissait lire? Bien sûr que non. On n'avait rien le droit de lire, à part le règlement de la prison. Le soir, j'étais avec 4 ou 5 personnes qui m'insultaient parce que j'étais adepte du Falun Gong.
Elle me critiquait et ne me laissait pas dormir. Dès que je fermais les yeux, elle me donnait une claque sur la tête. Elle m'ouvrait les yeux de force ou me giflait. La chef d'équipe m'interrogeait sans me laisser dormir. Quand on ne nous critiquait pas, on nous faisait regarder des émissions de télévision anti-Falun Gong. Toutes les chaînes chinoises en diffusaient. On nous obligeait à regarder. Le succès de ce que le pouvoir appelle rééducation est mis en scène. Devant les caméras, on montrait que les policiers s'occupaient bien de nous pour nous réformer. Mais la télévision ne diffusait qu'un ramassis de mensonges. C'était totalement un autre monde. C'était de la mise en scène. Mais pendant que le pouvoir s'acharne sur le Falun Gong, un nouvel espace de liberté apparaît en Chine. L'utilisation d'Internet commençait à se généraliser dans la société chinoise. En 2003, il était très utilisé via les forums de discussion et les blogs. Ces voix non censurées se préoccupaient de plus en plus des problèmes sociaux. Pendant l'hiver 2003, une histoire banale enflamme la toile chinoise. Un jeune diplômé de la province du Hubei, Sun Zhegang, déménage à Canton où il vient de trouver un travail. Il est interpellé dans la rue pour un contrôle d'identité. Il n'a pas son livret de hukou, ce certificat de résidence que tout Chinois doit avoir sur lui. Il est embarqué dans un centre de rétention. Il y est sauvagement battu. Il agonise 72 heures avant de décéder. Sa mort a déclenché la première mobilisation de l'opinion publique sur l'Internet chinois. Elle a réagi non seulement à sa mort, mais également à ce qui avait provoqué cette tragédie, à savoir le système du hukou, ce livret de résidence que chaque citoyen doit avoir sur lui et qui classe les citoyens en différentes catégories depuis l'époque de Mao. Le problème concerne 200 millions de travailleurs migrants. De la campagne, ils se ruent vers les villes à la recherche de travail. Tous auraient pu être Sun Zhegang. Un groupe de juristes lance une pétition sur Internet. Ils exigent la fermeture des centres de rétention, là où croupissent les migrants sans papier, avant d'être renvoyés chez eux. Quelques mois plus tard, le Conseil des affaires de l'État a aboli les centres de rétention. D'un point de vue juridique, c'était un progrès considérable. Les plus démunis s'engouffrent dans la brèche. Depuis des années, la Chine connaît une profonde crise sociale. La corruption à tous les étages ne fait que l'aggraver. Partout dans le pays, les victimes des abus n'ayant plus rien à perdre exigent réparation. Les pétitions sont un phénomène spécifique à la Chine. Les victimes d'injustice viennent des quatre coins du pays. Ils vont d'abord avec leurs pétitions dans leur ville ou dans la capitale provinciale. Et s'ils n'arrivent pas à résoudre leurs problèmes localement, ils se rendent à Pékin.
Mais les fonctionnaires locaux ne veulent pas qu'ils aillent à Pékin pour déposer leur pétition. Donc ils les font arrêter et enfermer arbitrairement. Ces endroits où on enferme les pétitionnaires, on les appelle les prisons noires. Tous ces endroits ne ressemblent pas forcément à des prisons. Ça peut être des résidences, des bâtiments vides, parfois des hôtels. C'est une première dans l'histoire du parti. Un pan entier de la répression est confié à des sociétés privées. Ce ne sont pas des policiers ni des fonctionnaires du parquet, mais ils peuvent arrêter les pétitionnaires quand ils veulent. Il y a beaucoup de maltraitance dans ce genre d'affaires. Les pétitionnaires sont battus ou privés de nourriture, et en plus, ils doivent donner de l'argent. En l'espace de 10 ans, ils sont des dizaines de milliers de pétitionnaires de toutes les provinces à être passés par les prisons noires. Mais ils sont loin d'être les seules victimes de détention arbitraire. En 2011, je me suis fait arrêter à l'aéroport. J'ai été enfermé au secret pendant 81 jours par le gouvernement. Ai Weiwei est un artiste à la renommée internationale. Son blog où il mène des investigations publiques sur les abus du pouvoir et la corruption est parmi les plus populaires en Chine. Trop populaire pour le parti. Pendant cette détention, je n'ai pas ressenti de peur. J'ai trouvé ça très étrange. Pourquoi est-ce que l'État kidnapperait quelqu'un? Ils auraient pu trouver une raison officielle pour m'emprisonner. Je me suis dit, il m'arrive la même chose qu'à mon père. 80 ans ont passé, mais moi aussi je suis devenu un ennemi de l'État. Mais malgré tous ces efforts, la direction du parti ne parvient pas à faire taire la société civile qui continue à dénoncer les abus du pouvoir et la corruption. L'arrivée à la tête du parti d'un homme de la nouvelle génération, Xi Jinping, fait naître un grand espoir dans la société. Son passé d'ancienne victime de la révolution culturelle laisse penser que le nouveau secrétaire général introduira de profondes réformes. Dès son arrivée au pouvoir, Xi Jinping prend une décision que tout le pays attend depuis longtemps. Il lance une campagne anti-corruption. Dans la foulée, il fait supprimer la détention administrative, le Laojiao, en vigueur depuis presque 60 ans. Mais Xi Jinping transforme la campagne anticorruption en gigantesque purge du parti pour se débarrasser de ses rivaux et s'affirmer comme le seul chef. Elle va toucher presque 5 millions de cadres, parmi eux 53 généraux, dont le chef d'état-major. L'ampleur et le but réel de cette répression rappellent étrangement les campagnes de Mao Zedong. Xi Jinping ne tolère aucune critique de sa politique, même si elles ne viennent que d'Internet. Il a à son service un département entier au sein du parti en charge de la censure d'Internet.
Chaque mot publié sur la toile est contrôlé. Il y a 36 000 mots-clés faisant référence à Xi Jinping. Et aucun ne peut apparaître seul ou associé à d'autres expressions sur les réseaux sociaux chinois. Xi Jinping dispose aussi d'un autre outil, une invention très chinoise, une armée de trolls mise en place par le gouvernement pour infester le net. Combien y a-t-il de trolls sur l'Internet chinois? Rien que dans les universités, plus de 8 millions. Sur le net, on les appelle les 50 centimes, parce qu'ils étaient payés 50 centimes par poste pour parasiter l'opinion publique, distraire les critiques et promouvoir la ligne du parti. Pour ceux qui ne se plient pas à la ligne du parti, on passe à la violence physique. Le 9 juillet 2015, plus de 300 avocats défenseurs des droits de l'homme sont raflés dans tout le pays. Beaucoup d'avocats ont été torturés. Mais dans le pays, personne n'était au courant. Comme sous Mao, ils doivent faire leur autocritique. Sauf que 70 ans plus tard, celle-ci est télévisée en prime time. Certains des avocats arrêtés à ce moment-là sont encore en prison aujourd'hui. Xi Jinping a lancé une guerre contre la loi en Chine. Depuis la fin des années 70, la Chine avait fait des progrès sur le plan légal. Mais Xi Jinping veut tout détruire. Après les avocats, c'est le tour des organisations de défense des ouvriers, celles qui ont osé organiser des grèves. Elles sont éliminées. Des bureaux de maintien de la stabilité ont été créés dans toutes les entreprises. Le Parti communiste est censé représenter les ouvriers, mais il les a réprimés bien plus durement qu'en Occident au XIXe siècle. Le pire se produit quand Xi Jinping s'en prend aux minorités ethniques. Le Parti communiste s'est longtemps méfié de leurs revendications culturelles ou religieuses et de leur aspiration à l'autonomie. Les Tibétains furent les premiers à en faire les frais. Occupé depuis 1951, le Tibet a subi une colonisation. La révolte de 1959 fut écrasée par l'armée de Mao. 100 000 morts. 80 000 exilés ont suivi le Dalaï Lama dans sa fuite vers l'Inde. On estime qu'1 million de Tibétains sur 6 sont morts des suites de répression, famine et déplacements forcés. On est un peuple colonisé par la Chine. La langue et la culture sont en train de disparaître à l'intérieur du Tibet. En mars 2008, les Tibétains se révoltent à nouveau. Des centaines de morts rien qu'à Lhasa et 4000 déportés au Laogai. Vous savez ce que c'est, la torture? C'est au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Les prisons chinoises, c'est l'enfer sur Terre. J'ai été envoyé dans un camp où je devais travailler tous les jours entre 15 et 16 heures. 6 ans après la révolte des Tibétains, c'est la région du Xinjiang, turcophone et musulmane, qui est secouée à son tour par des manifestations et des revendications d'autonomie. La réaction de Pékin est sans précédent. Maintenant que Xi Jinping est au pouvoir, quelques milliers d'arrestations ne suffisent pas. Il faut punir tout un peuple. La répression va atteindre une ampleur jamais vue depuis l'époque des grandes purges de Mao.
plus d'1 million de Ouïghours, Kazakhs et Kirghizes sont arrêtés. Ils sont enfermés dans ce qu'on appelle maintenant les centres de formation professionnelle. Dans ces camps, le gouvernement chinois procède à un lavage de cerveau. Ils font tout pour faire disparaître notre culture et notre identité. L'administration des camps du Xinjiang ne s'arrête pas là. Deux fois par an, ils nous injectaient quelque chose qu'ils présentaient comme un vaccin contre la grippe. Mais des femmes ont commencé à ne plus avoir leurs règles et à être inquiètes pour leur avenir. Elles voulaient fonder une famille à leur sortie et elles se demandaient si elles pourraient tomber enceintes. La Commission des droits de l'homme de l'ONU accuse la Chine de pratiquer la stérilisation forcée. De nombreux rapports dénoncent la torture et le travail des prisonniers 7 jours sur 7, jusqu'à 16 heures par jour. Nike, Zara ou Uniqlo, comme d'autres multinationales, ferment les yeux. Elles continuent de profiter du système du laogai. Maintenant que je suis aux États-Unis, j'ai dit aux membres de ma famille de ne jamais acheter du Made in China. Non seulement parce que ce sont des produits tachés de sang fabriqués sous la contrainte, mais en plus parce qu'ils ne coûtent rien, puisque les prisonniers travaillent comme des esclaves. Depuis 2018, 10% de la population musulmane du Xinjiang s'est trouvée déportée, soit plus d'1 million d'hommes, de femmes et d'enfants. La répression est telle que l'administration est obligée de faire construire plus de 250 nouveaux camps. Ce qui se passe au Xinjiang a ravivé la grande angoisse de tous les Chinois. Les nouvelles technologies de contrôle et surveillance couvrent maintenant toute la Chine. La déportation au laogai menace à nouveau n'importe qui, n'importe où, n'importe quand. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, le centre informatique de sécurité de Pékin peut vous localiser en moins de 20 minutes et savoir quel hôtel vous a hébergé, dans quel restaurant vous êtes allé et avec qui. Xi Jinping n'a rien inventé. Il n'a fait que moderniser le système de surveillance totale mis en place par Mao. À l'époque, les comités de quartier et d'entreprise s'en chargeaient. Désormais, ce sont les algorithmes et l'intelligence artificielle. La 5e modernisation dont rêvaient les dissidents ne sera pas la démocratie, mais le totalitarisme du XXIe siècle. Depuis qu'il est au pouvoir, le parti n'a fait que réprimer la population. Depuis 70 ans, tout n'est que persécution et assassinat. En fait, les Chinois ont été tellement torturés par le parti qu'ils ont compris sa vraie nature. Mais ils ont peur. Comme les enfants doivent aller à l'école, à l'université et trouver du travail, qui osera parler? Qui se lèvera pour parler? Ils ont instauré une véritable terreur dans la société. Tout le monde a peur. La Chine ressemble de plus en plus à une immense prison.